Webcom.tv, réinventons la proximité. Bon, alors, Monsieur Altrad, déjà, votre histoire est incroyable. Donc, elle a fait le tour du monde. Vous êtes né dans un désert syrien à une date que vous ne connaissez toujours pas. Vous avez une enfance difficile de berger. Donc, je ne vais pas raconter l'histoire qui a été racontée plusieurs fois et puis que vous avez raconté dans votre ouvrage. Vous êtes à la tête aujourd'hui du groupe Altrad qui compte 42 000 collaborateurs dans le monde. Vous avez été élu entrepreneur mondial et en plus premier entrepreneur français mondial en 2015. Et vous faites partie des grandes fortunes dans le classement Forbes. Bien évidemment, vous ne faites pas que ça puisque vous avez racheté le club de rugby de Montpellier. Donc à un moment où c'était un club qui était en faillite et que vous avez redressé en disant que Montpellier m'a donné, je dois lui redonner des choses. Donc vous avez rendu quelque chose à cette ville qui vous a accueilli. Et puis vous vous êtes présenté aux élections municipales 2020. Vous avez été tête de liste. Alors, vous n'avez pas été super satisfait, mais je vais vous dire, vous avez battu un record. Parce que, bon, même si vous êtes troisième, vous avez fait quand même 18% sur Montpellier, ce qui est un record pour un Français issu de la diversité. Donc, c'est quand même vraiment un parcours très admirable. Ouais. À chaque fois, j'étais un peu surpris par les drapeaux que vous avez derrière. Donc, je vous pose tout de suite la question. Pour les drapeaux. Écoutez, les drapeaux, on est dans quelque chose comme une centaine de pays dans le monde. C'est ça. Et il y a des dirigeants sympas, ils m'amènent le drapeau de leur pays. D'autres, ils ne le font pas. C'est pour ça que je les accroche là. Avant d'attaquer le sujet, j'ai une question, Monsieur Altrad. Vous êtes un homme très occupé. Vous faites les unes des magazines. Vous êtes dans toutes les chaînes de télévision nationales et internationales. Donc, je dois vous dire d'abord que nous nous sommes flattés que vous nous accordiez de votre temps sur notre petit canal web. Notre sujet, c'est comment réussir quand on est différent. Est-ce que c'est ça qui a un peu suscité votre curiosité? Mais je sais que vous êtes plutôt quelqu'un qui accorde de l'écoute à tout le monde, ou est-ce que c'est autre chose? Oui. Ben, écoutez, j'essaye de gérer mon temps au mieux et je privilégie les gens comme vous qui n'ont effectivement pas beaucoup de moyens, mais je privilégie également, vous savez, je plein d'invitations et notamment des écoles, des collèges, des lycées, je suis très présent dans ce milieu-là, justement, qui n'a pas... Je dois même dire, Monsieur Altrad, que vous avez été invité chez Monsieur Obama, chez le président Hollande. Tous les chefs d'État vous invitent. Donc, c'est pour vous dire que pour nous, c'est un grand honneur que vous nous faites aujourd'hui. Ça a été un grand honneur pour moi, ça continue à l'être et j'essaye d'être le mieux représentatif pour le pays qui m'a hébergé, qui m'héberge encore. Mais c'est aussi pour toute cette population émigrée dont vous faites partie sûrement. Oui. Pas forcément spécialement arabe, mais en général de tous ceux qui cherchent à apporter quelque chose à ce pays qui s'appelle la France, qui dans mon cas m'a permis de faire des choses que mon propre pays ne m'a pas permis de faire, pour les raisons que vous connaissez, que vous avez mentionnées tout à l'heure. Donc oui, j'essaye de faire quelque chose. Et vous savez, on est en France, il y a une culture extrêmement ancrée, extrêmement importante. Et c'est très important pour moi de vous dire ça parce que je suis habité aussi par cette culture orientale, quoi. Je n'oublie pas que je suis arabe et que je porte ça en moi et que j'essaye de vivre avec ces deux cultures. Et c'est pas toujours facile, si vous voulez, de préserver... De ne pas avoir un conflit d'intérêts quelque part, mais j'essaye. Et l'écriture, la lecture, les réunions comme celles qui me font plaisir, celles que j'ai avec vous en ce moment, c'est une façon de témoigner de ça, d'exprimer quelque chose que je n'exprime pas tous les jours parce que je suis dans un tas de pays et on évoque rarement ce genre de choses, si vous voulez, parce que
il faut faire attention, on est tous fiers de notre histoire, de notre civilisation, de ce qu'on est, de ce qu'on n'a pas été, les choses qu'on a bien faites ou alors celles qu'on n'a pas faites proprement. On est fiers de ça, donc c'est un sujet, comme disent les Anglais, très touchy, quoi. Donc il faut aller sur la pointe des points. J'étais en Angleterre pour vous dire que, par exemple, lorsque vous critiquez le Premier ministre anglais, il n'y a pas de problème pour les Anglais, j'ai remarqué ça. Par contre, si vous dites quelque chose de mauvais sur la reine, là vous risquez gros, hein, parce que c'est sacré, vous voyez. Oui, Donc c'est ce genre de différence culturelle qui m'intéresse et que j'ai envie de bien traiter, quoi. Donc ravi d'être avec vous. c'est gentil. Alors justement, je vous prends sur les différences culturelles. C'est une question que j'avais prévue plus loin, mais puisque vous l'évoquez, vous êtes dans 100 pays à peu près. Est-ce que vous sentez un regard différent sur les Français issus de la diversité, comme vous, comme moi, dans d'autres pays? Ou est-ce que c'est quelque chose qui paraît universel? Je sais que les Anglais, quand ils voient un Arabe, pour eux, c'est un baril de pétrole. Donc c'est une image qu'on m'avait donnée à un moment donné, qui est différente de ce qu'on voit en France. Est-ce que vous avez un sentiment distinct comme ça? Vous pouvez nous donner quelques éléments? Oui, le regard du Français, si vous voulez, par rapport aux Arabes en Oui, général et à l'immigration en particulier, on parle de migration, beaucoup de migration, d'intégration, etc., de lois qui sortent sur le sujet. Mais le regard français est très particulier et à juste titre. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire très forte, si vous voulez, entre la France et... C'est pas à vous que j'apprends que la France a occupé l'Algérie 130 oui, ans, donc c'est pas rien, donc c'est quelque chose. C'est l'Algérie qui a expulsé ce qu'on appelle les Français, les pieds noirs, etc. Donc tout ça. Mais c'est aussi, je crois qu'il y a eu des centaines de milliers de morts, hein. Je crois c'est qu'il y a ça. 1 million de morts également, hein, dans cette guerre. Donc, si vous voulez, c'est cette histoire-là qui est encore présente et qui évoque quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, beaucoup de choses. Donc, c'est le traitement, j'allais dire, français des gens comme moi, peut-être comme certains, qui nous regardent. Et il est particulier. Là où, lorsque vous allez, par exemple, en Australie, bah, tout le monde est étranger, en fait, hein. Donc les Blancs, ils n'étaient pas nés là-bas, ils sont des Européens, quoi, essentiellement, et puis d'autres nationalités. Euh, les gens du pays, ben, ce n'est pas forcément eux qui ont fait l'essentiel dans ce pays-là, si on prend l'Australie comme exemple. Donc le traitement est différent. Parfois, ça s'équilibre. Parfois, ça ne s'équilibre pas, quoi. Et si vous prenez la France, on a du mal, si vous voulez, à accepter une mutation importante. Aujourd'hui, si vous prenez la première, deuxième ou troisième génération de migrés en France, je ne suis pas sûr que vous n'arrivez pas à 40%, quoi. Vous voyez, donc c'est Absolument. peut-être ça, c'est qui gêne le français. Et je dirais c'est dommage que ça gêne le français parce que j'ai toujours considéré que la différence culturelle est une richesse plutôt qu'un appauvrissement. Et d'ailleurs, c'est un des slogans du groupe Altrad. Comment faire finalement? Comment faire pour que l'Australien puisse travailler avec l'Américain, avec l'Allemand, avec le Chinois, etc., les centaines de nationalités. Et on a inventé quelque chose qui s'appelle accepter la différence culturelle. C'est un préalable qu'il faut absolument respecter. Et quand on a, et d'ailleurs dans les faits, c'est la réalité, lorsqu'un Français va n'importe où, ou un Chinois va dans n'importe où chez Altrad, eh bien, écoutez, il est chez lui et c'est dans la réalité. Et c'est comme ça, si vous voulez, si on accepte ce principe universel, c'est-à-dire ça va au-delà du groupe Altrad, le principe universel, c'est l'acceptation de l'autre dans toute son altérité. Et ça, c'est très important pour nous. Et je pense que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on a ça. On ne peut pas dire que le problème de l'immigration, et quelle que soit d'ailleurs son origine, ça peut être la troisième génération, est complètement assimilé. Et si vous prenez un autre exemple, les Anglais, il y a beaucoup d'Asiatiques, hein, notamment des Indiens, des Oui, Pakistanais, etc.,
ça pose pas vraiment de problème, aussi bien il n'y a pas de loi qui sort tous les jours pour que cette communauté soit assimilée. Je ne veux pas être sévère à l'égard de la France du tout, mais je veux dire que les histoires sont différentes et comme vous le savez, Absolument. les effets aussi sont différents. Vous savez, on s'est posé la question dans le cadre de cette émission. On se disait quel est le pays le plus tolérant au monde? Est-ce que c'est le Canada avec l'histoire des quotas? Vous savez, les Canadiens, ils sont très cosmopolites. En fait, depuis que personnellement j'ai plongé un peu dans votre histoire et dans le groupe Altrad, aujourd'hui je suis convaincu que le pays le plus tolérant, c'est le groupe Altrad. Enfin voilà, le pays le Oui, plus oui. tolérant, parce que vous avez 42 000 quand même collaborateurs. J'imagine qu'il y a une mixité à la fois sociale, multiculturelle énorme. Et comme vous portez vous-même ces valeurs, j'imagine qu'ils règnent, parce que j'ai vu même dans votre management qui est très humain. Donc j'imagine que vous avez créé à votre façon, tel que vous auriez aimé vivre dans un pays universel. Oui, j'étais marqué, si vous voulez, par tout ça, parce qu'en fait, j'étais vraiment marqué dans ma chair de cette histoire-là. En fait, lorsque je suis né en Syrie, vous savez, le bédouin en Syrie, ben, c'est le moins qu'arien, quoi, en quelque sorte. Ouais. Donc, il y avait cette différence lorsque je venais du désert vers le village, un des villages de Syrie. Et j'ai senti cette différence. Ensuite, lorsque vous partez de désert pour aller à une ville, la plus proche de mon lieu de désert, qui était Raqqa, c'est Oui, encore, une sorte de différence flagrante. Ensuite, vous allez à Damas, et alors là vous n'êtes plus, vous ne sentez pas chez vous du tout, quoi. Et quand vous allez encore plus loin, vous venez en France, c'est vraiment un sacré parcours. Donc, j'essaye d'en tirer les conclusions et de créer ce que vous appelez un monde. Et moi, je l'appelle plus modestement, et merci pour ça, je l'appelle modestement l'univers Altrad, parce que c'est beaucoup plus humble, beaucoup plus modeste. Et je pense, si vous voulez, je vois beaucoup de rapports d'activité, beaucoup de discours, etc., de chefs d'entreprise que vous connaissez sûrement, où on dit beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est de le pratiquer. Le pratiquer, par exemple, on discute de plein de sujets et on voit que l'approche des solutions et des problématiques, c'est vraiment pas le même, si vous voulez. Donc, mais on le voit également, il n'y a pas de raison qu'on n'accepte pas l'approche de, je sais pas, d'un Abu Dhabien qui a un avis différent, qui tranche avec ce qu'on peut trouver en Occident. Donc, c'est ça qu'il faut appliquer. On le voit aussi dans la manière ben, je sais pas, de regarder le monde, si vous voulez. Et ça, on le prend. Et lorsqu'on regarde, c'est une vraie école, lorsqu'on regarde ça, on apprend beaucoup. Et on apprend beaucoup, mais on apprend d'autant plus on est préparé pour ça, vous voyez. d'accord. Et c'est pour ça, chez Altrad, on a inventé un concept, avant que l'Europe l'adopte, ça s'appelle la subsidiarité. Vous avez 200 filiales dans 100 pays. Et on va regarder non pas ce que M. Altrad ou le management du groupe Altrad a conçu comme système de management et on dit que ça s'applique à tout le monde. On le fait, mais on dit s'il y a quelqu'un qui fait mieux que ça, on prend ça. Et ça s'appelle la subsidiarité. Et du coup, si vous voulez, vous amalgamez toutes ces cultures. Ce n'est pas un exercice simple, il faut beaucoup de temps pour l'amalgamer. J'ai créé Altrad il y a 36 ans, comme vous le savez, donc c'est long, j'ai eu le temps de le faire. Et c'est vrai que le fait que je sois toujours là et que vous n'êtes pas dans une groupe, dans une société cotée, où vous avez, je sais pas, 90% de capital dans le marché, voilà. C'est toujours, les gens s'identifient à une image, à une Oui. personne, à quelque chose. On est tous comme ça, on tient à ce genre de choses. Et chez Altrad, une partie de ça, c'est cette culture, mais c'est aussi, ils savent, ils connaissent la figure de la personne qui a créé ce groupe, qui le gère Oui, encore. Et ça oui, ajoute, si vous voulez, un attachement très important
au travail qu'on fait et à la sincérité qu'on peut apporter à ce genre de travail. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas dans ce cas-là ne sont pas sincères, pas du tout. Moi, je fais toujours une différence entre quelqu'un qui habite, oui, qui habite dans l'entreprise et quelqu'un qui est habité par l'entreprise. C'est pas la même chose. Je réfléchis tous les jours à mon entreprise, j'aime mon entreprise, j'aime les gens de mon entreprise, etc. Par rapport à quelqu'un qui dit, oui, je vais travailler 8 heures et puis je rentre chez moi, Exactement. etc. Donc, c'est pas la même chose, ça fait beaucoup de différence. Ça fait une partie intégrante de l'attachement, de la profondeur qu'on peut donner aux choses. Et c'est notre être, dans ce cas-là, qui fonctionne. En fait, c'est pas notre travail qu'on va faire tout simplement. Il y a quelque chose de très atypique chez vous, Monsieur Altrad, mais vraiment atypique, voire unique au monde, c'est que vous cassez un peu tous les codes à la fois du management, des codes où tout au moins on n'est plus dans le cadre de ce qu'on connaît d'un point de vue management, gestion des entreprises, etc. En fait, d'abord déjà la question, est-ce que votre siège social, c'est toujours à la Bergerie? Parce que quand on parle d'un groupe qui a 42 000 collaborateurs, bah, on a l'impression que c'est une grande tour d'ivoire dans la défense, alors que moi j'ai découvert que vous avez juste annexé, créé un bureau près de chez vous à la campagne, où tout le monde travaille là-bas, donc ça s'appelle la Bergerie. Vous n'avez pas de secrétaire, vous n'avez pas de secrétaire pendant un moment, et vous êtes pratiquement, ce qui est époustouflant, moi j'ai l'impression que vous êtes un manager qui travaille presque en contact avec les 42 000 collaborateurs, ce qui est impossible. Bien évidemment, quand vous êtes patron d'une entreprise, d'un groupe, bah, vous avez bien évidemment des directeurs, mais on a l'impression que vous êtes en contact avec chaque salarié, ou tout au moins quand vous rencontrez chaque salarié, pour vous, il est sur le même piédestal que les autres. Et c'est pour ça qu'on Oui, vous appelle peut-être l'entrepreneur humaniste. Est-ce que c'est oui. ça votre philosophie? Est-ce que ça vient de votre histoire? La description que vous faites, c'est la réalité, si vous voulez. Donc, on a une holding pour 42 000 personnes. Je sais pas, il y a 50 personnes qui gèrent l'ensemble des 42 000 personnes. Mais si vous voulez, ça dépend du concept que vous donnez au management. Et c'est là où je casse effectivement, entre guillemets, le code du management. Si vous avez confiance à quelqu'un et si la façon de travailler est claire, écrite, bien expliquée, assimilée, quelque part négocier avec tout le monde, on négocie quoi, comment vous voulez qu'on travaille ensemble. Et c'est là où on arrive, si vous voulez, à cette notion culturelle. Les gens, ils travaillent pas pareil, quoi. Les Espagnols, à 4 heures de l'après-midi, euh, voilà quoi, c'est peut-être ils vont faire autre chose ou ils vont. Ben, bref, chacun a sa façon d'être selon les normes du pays, de la culture, etc., etc. Et ça, je souhaite le conserver. Et lorsque vous focalisez, si vous voulez, sur la finalité et non pas sur les moyens, on gagne beaucoup de temps. Si je suis votre employé et vous me dites il faut que je vienne le matin à telle heure et je pars à telle heure et j'ai une coupure pour manger un morceau entre midi et deux, je le ferai parce que de toute façon c'est le règlement intérieur de votre entreprise dans laquelle je travaille. Mais par contre, si vous me laissez la liberté, moi je préfère rester chez moi, j'économise beaucoup de choses, mais je sais que je serai plus efficace, vous comprenez? Et c'est ça qui est essentiel. Absolument. Donc, et d'ailleurs, le Covid nous a appris beaucoup de choses à ce niveau-là, quoi. Donc, Absolument. c'est une bonne chose. Mm. Donc, oui, oui, il y a cette souplesse, il y a cette façon de faire, mais il y a également cet aspect qui est la confiance a priori. Oui. La confiance a priori, c'est quoi? Je ne vous connais pas, Mm. mais je vous fais confiance. Ouais. Mais faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas de la témérité, vous comprenez? Oui. On n'est pas dupe. Je veux dire, je vous fais Oui. confiance. Oui. Je pars d'un bon état d'esprit. Oui. Et tout simplement, je vous demande de regarder, d'intégrer ça tout simplement. Et après, on va voir ce que vous allez faire, ce que je veux faire, etc. S'il y a moyen, si vous voulez, d'améliorer cette relation ou peut-être, pourquoi pas, dans les pires des cas, je ne le souhaite pas, voilà, l'arrêter, quoi.
Je dis cette confiance a priori est un geste très fort que vous donnez à l'autre que vous ne connaissez pas. Et l'autre, il ne peut être que reconnaissant, vous voyez, quelle que soit sa nature. Et je pense que c'est ça qui est important. Après, pourquoi une holding très limitée, un nombre de personnes? Parce qu'il y a cette confiance, parce qu'il y a cet engagement. Un engagement dans le, je sais pas, dans la réalisation des objectifs de l'année qu'on fait ensemble, qui est un budget. Un budget, c'est un compte d'exploitation, c'est un montant d'investissement, mais c'est aussi ce qu'on appelle le free cash flow, hein, c'est-à-dire le cash flow libre. Et les gens, ils le font, vous comprenez, le font. Bien sûr, on contrôle tous les mois ça, mais contrôle, ça ne veut pas dire je ne fais pas confiance. Il est perçu comme une façon d'aider quelqu'un d'autre ou quelqu'un pour éviter des erreurs, tout simplement. Il est conçu comme ça, et je vous assure, c'est la réalité. Parce qu'on ne s'est pas compris, parce qu'on attend un chiffre plutôt qu'un autre. C'est fait dans cet esprit positif, et c'est ça qui rassure, quoi. Alors, il y a autre chose, Monsieur Altrad, parce que je n'ai pas dit. Jean Reynaud a dit de vous, alors je ne sais plus dans quel mot, mais grosso modo, il a dit que vous êtes une espèce de force tranquille parce que vous prenez le temps de l'écoute des gens, vous prenez le temps de faire les choses. C'est comme si vous êtes au-dessus de tout et tranquillement, alors que n'importe qui à votre place serait hyper stressé avec tout ce que ça peut engendrer comme problème à résoudre pour un grand groupe, 42 000 salariés, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Donc j'imagine que ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est qu'on l'a quelque part par son histoire. Et d'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus sur votre histoire, parce que vous êtes écrivain également, parce que l'un de vos premiers ouvrages, ça a été de raconter un peu cette histoire-là. Et tous les reportages, il n'y a pas de tabou chez vous. En fait, vous racontez tout de manière très ouverte, telle que vous l'avez vécu. Alors, est-ce que, à la fois l'écriture, comme le fait de pouvoir partager votre histoire, est-ce que ça a été une espèce de thérapie chez vous? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que c'est une manière aussi de se dire, ben, je suis comme ça? Parce que vous êtes aussi un miraculé, peut-être plusieurs fois. Donc je ne veux pas spoiler pour que les gens ils aillent quand même lire votre livre et vos livres, parce qu'il y en a plusieurs, et notamment celui Badawi, vous savez, même moi qui suis né à Marrakech dans un milieu populaire également, mais ce que vous avez vécu, c'est beaucoup plus intense. À 4-5 ans, vous racontez qu'il y a des gamins qui ont essayé de vous enterrer vivant. Donc ça, c'est une histoire qui était quand même extraordinaire. Vous avez votre mère, que Dieu ait son âme, elle vous a eu, je crois qu'elle devait avoir 14-15 ans. Donc on sait que c'était un adultère avec le chef de tribu, etc. Et vous racontez à un moment donné que elle est morte juste après votre naissance et qu'elle a coupé le cordon ombilical avec ses dents. Donc quand j'entends ça, enfin les gens ils se disent waouh. En fait, tout a été fait pour que vous n'alliez pas beaucoup plus loin. Donc il y a eu tellement de handicaps qu'aucun être humain ne peut supporter. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes la preuve vivante que quand on veut, on peut. Parce que quand on voit cette histoire, quand on voit où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, je veux dire, c'est beaucoup plus que de l'admiration, ça relève plus du miracle. Alors j'ai plein de questions, mais j'en ai une tout de suite. Est-ce que, alors parce que maintenant, ça fait un moment que vous êtes en France, quand vous êtes arrivé, vous ne parliez pas français. Vous avez été accueilli en France quand vous avez eu votre bourse pour démarrer vos études. Vous avez appris, vous êtes débrouillé, etc. Vous avez intégré, vous avez été, alors comment on peut appeler ça, intégration, assimilation, ce qu'on veut. Bref, vous faites partie de la culture française, vous êtes français de nationalité, vous avez passé plus de temps en France, bien évidemment, que dans votre pays natal. Donc, vous êtes complètement légitime pour dire que vous êtes français. Alors, bien évidemment, moi, j'imagine qu'il y avait un regard, vous sentiez que les gens vous font sentir que vous êtes différent quand vous êtes arrivé, quand vous étiez jeune. Moi, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce regard s'est atténué? Est-ce que vous sentez à 100% français? Ou est-ce que vous sentez que vous avez une identité propre à des gens qui sont issus de la diversité en France? Oui.
Ben, si vous voulez, on l'a évoqué tout à l'heure. Merci pour tout ce que vous dites, qui est la stricte réalité, quoi. Cette différence, cette vie miraculée. Et comme vous le mentionniez, ça aurait pu s'arrêter à plein d'endroits, quoi. Ben, je suis là. Ça renvoie, si vous voulez, à beaucoup d'aspects, quoi. Le miracle, le destin. Vous savez, en Orient, on a une perception différente de destin. C'est la notion de maktoub, hein, d'ailleurs, c'est un mot qui est rentré dans le dictionnaire français. Donc, oui, le regard. Mais si vous voulez, je ne le fais pas exprès. C'est vrai que ma méthode de management est différente. J'ai jamais vu quelqu'un qui gère un groupe comme moi. C'est-à-dire, c'est le modèle qu'il faut surtout pas copier, quoi. Il faut avoir une structure organisée, hiérarchisée. Les rôles sont définis, chacun fait ce qu'il a à faire et on lui demande de le faire correctement. Mais moi, je suis le contraire de ça. Je dis les rôles ne sont pas définis. Pourquoi? Parce qu'il y a la solidarité. Et il faut que la solidarité existe entre les salariés. La solidarité signifie quoi dans la réalité? C'est que pour faire ce que j'ai à faire, j'ai besoin de vous. Et que vous avez besoin de moi, inévitablement, parce qu'on a le même objectif. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. C'est de faire grandir l'entreprise et la faire prospérer. C'est quoi une entreprise? Une entreprise, c'est un lieu où on crée des richesses, quoi, en gros. Hein. Si on a la chance, parfois, on détruit des richesses. Et donc, c'est cet esprit de solidarité. Ça signifie, si vous voulez, à un certain moment, vous avez votre sphère de fonctionnement, j'ai le mien, mais à un certain moment, ça va se recouper, au moins partiellement. Et si on est en osmose, ça va se compléter parce qu'on fait à peu près le même boulot. Donc, c'est cette solidarité qui est très importante. Or, ce n'est pas dans les livres académiques. Regardez les livres scolaires de vos enfants ou petits-enfants, comme moi j'ai la chance d'en avoir. Eh bien, ce n'est pas ça, vous comprenez? Ce n'est pas de... Après, je vais dans des... J'ai été invité dans, je sais pas, des très grandes écoles, si vous voulez, et mon discours interpelle, si vous voulez, interpelle les gens présents dans la salle, etc., ou sur les plateaux de télévision. Donc, oui, pour revenir à votre question, est-ce que je suis complètement français? Je vous dirais non, parce que je fais des choses dans ma vie qui font que les gens s'interrogent, mais pourquoi il fait ça, pourquoi, etc. Et naturellement, vous attirez l'attention, mais sans le vouloir, sans le savoir. Mais le fait est là, ce que vous n'êtes pas complètement intégré parce que vous prenez le roman. C'est un genre complètement différent. Romancier, c'est un métier. Oui. Et il faut l'apprendre. On n'est pas écrivain, si vous voulez. Ça s'apprend. On a peut-être des talents, des qualités, etc. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. On ne fait pas un roman comme ça. Un roman, et c'est le défaut de premier roman. Le défaut de premier roman, c'est que vous allez cracher tout ce que vous allez dans le ventre. Oui. Parce que vous avez envie de raconter ça, vous avez envie de faire passer une passion, une émotion, des vibrations qui vous ont animé pendant longtemps, etc. Il ne faut pas le faire complètement. Je dirais, si vous racontez tout, c'est comme, c'est petit à petit, si vous voulez, vous en mettez plein de la tête dans votre, à votre interlocuteur, et petit à petit, on va le perdre, vous comprenez? Par contre, et si vous dites ça, ça veut dire que vous fournissez plein d'informations à votre lecteur, et que le lecteur n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit comprendre de votre histoire, vous comprenez? Donc, il faut laisser ce suspense pour qu'il ne ferme pas votre roman à la 10e page, qu'il aille jusqu'au bout. Et après, même à la fin, je suis de ceux qui disent ben, il n'y aura pas de chute finalement. Il y aura plusieurs chutes possibles. Mais pourquoi pas? Parce que là, vous donnez de la liberté à votre lecteur.
qui va imaginer que L'imagination. le euro a disparu et on ne sait pas comment. Il y a ça. Il y a aussi le fait, je regarde si vous voulez, les chefs d'entreprise que nous sommes. Combien de chefs d'entreprise lisent? Pas beaucoup, mais ils lisent souvent des choses qui les intéressent pour leur métier, etc. Combien de chefs d'entreprise qui écrivent en économie? Il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, si vous les ramenez à la masse, c'est quasi 0,000%. Et des gens, chefs d'entreprise, qui lisent des romans. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais ceux qui écrivent des romans qui sont publiés quand même par des grandes maisons d'édition comme moi, ben, il n'y en a pas beaucoup, ou pratiquement pas. Moi, je n'en connais pas des chefs d'entreprise qui écrivent des romans tels que Badawi, qui a été sélectionné par l'Éducation nationale pour être une lecture recommandée dans tous les collèges et lycées de France. Ben voilà, c'est encore un élément de plus qui perturbe, vous comprenez. Donc, je ne serai jamais intégré complètement, mais je le vis pas mal, si vous voulez. Oui. Je le vis pas mal et ça ajoute une pression, ça m'ajoute une pression, une obligation supplémentaire de dire, je sais ce que je fais pour ce pays, je sais ce groupe Altrad, ce club de rugby, on pourra en parler. La littérature, parce que voilà, c'est un record, je suis probablement le premier Badawi de l'histoire qui écrit en français, quoi. Donc c'est un record. Vous êtes le premier Français aussi à être premier entrepreneur mondial et dans le classement Forbes. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui vous rendent quand même unique dans votre parcours. Et justement, par rapport à cette histoire, dernièrement, vous avez fait la couverture du magazine Entreprendre. Alors, pour la petite anecdote, moi, personnellement, vous savez, quand j'ai vu le titre, vous voyez le titre qui est sur le magazine Entreprendre, Un rêve français. Et bon, je vais vous dire, moi, ça m'a fait tout de suite sourire parce que j'ai pensé à l'histoire que vous connaissez certainement sur Yannick Noah quand il faisait du tennis. Oui. Quand il gagnait, c'est le Français Yannick Noah, et quand il perdait, c'est le Camerounais Yannick Noah. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est dans une France qui n'est prête à intégrer, accepter que les personnes issues de l'immigration ou de la diversité qui ont réussi? Est-ce qu'on est dans cette France-là? Est-ce que la société, c'est comme ça qu'on peut la voir? Oui. Si on dit ça, on n'est pas très loin de la vérité, si vous voulez. Mais ce n'est pas une critique à la France. C'est que peut-être la France vit la présence de gens comme moi, peut-être comme d'autres, comme une intrusion, quoi. Et une intrusion, c'est négatif, vous comprenez. Mais je ne suis pas en train de me culpabiliser ou de dire je suis stigmatisé, pas du tout. C'est comme ça, c'est un fait accompli. C'est sûr, par moments, c'est difficile, si vous voulez. Lorsque vous êtes mis à l'index parce que vous le savez très bien, parce que vous n'êtes pas né à Montpellier, ça ne fait pas plaisir, quoi. Ça ne fait pas plaisir, on vit avec. Mais comment vous faites pour dépasser ça, Monsieur Altrad? Comment vous faites? Parce que quand même, c'est quelque chose que l'on vit plusieurs années. Donc, parce que bon, quand je vous pose la question à vous, c'est que je pense à toutes les personnes qui sont issues de la diversité, qui vivent en France, et ça peut créer des tensions parce qu'en fait, ils le sentent, ils le voient dans le regard des gens. Ils sentent qu'ils ne sont pas presque vus à pied d'égalité. Et donc, bien évidemment, donc ça peut créer des tensions. Comment des gens issus de la diversité, qui sont différents d'un cadre, on va dire, moyen, comment est-ce qu'ils peuvent dépasser ça pour réussir? C'est difficile, vous savez, j'ai accompli une mission pour le président Hollande de créer l'agence France Entrepreneur, quoi. En gros, c'est une association créée par François Hollande et qui dépendait du ministère de l'Industrie et de l'économie et des finances, pardon. Et le but était de favoriser les gens des quartiers, quoi. Mais je peux vous assurer que c'est très difficile. J'ai été en France, vous avez
vous avez beaucoup de quartiers défavorisés ici, on en a 3 ou 4, tels que la Paillade, le Petit Bar, etc. Et un peu partout, j'ai été un peu partout en France. Et il y a une réelle exclusion hein, à ce niveau-là, et la réussite est extrêmement difficile. Elle est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se rend compte, si vous voulez, des effets négatifs de cette exclusion. Elle est réelle. La France a réglé le problème de logement dans les années 80. Il n'y avait pas assez de logements. Et c'était la loi Borloo. Et la France a investi 40 milliards à l'époque pour créer des HLM un peu partout. On a réglé le problème aujourd'hui. Il y a encore des problèmes de logement, mais largement, on arrive, quoi. Et aujourd'hui, le problème c'est l'emploi, et depuis pas mal d'années. Alors, j'ai exercé cette mission pendant 18 mois, et à la fin, lorsque François Hollande a décidé d'arrêter d'être candidat, j'ai arrêté moi aussi en disant, j'ai vu tous les quartiers défavorisés, il y en a 1500 en Voilà, France, exactement. et ce sont des zones hein, en France, et dans lesquelles habitent 14 millions d'immigrés, première ou deuxième ou troisième génération. Et c'est une population en souffrance. Ça me rappelle mes premières années en France en tant qu'étudiant, quoi, ne parlant Oui, pas le français, n'ayant pas de boulot, mais qui galèrent pour aller à l'université, etc. ouais, Et j'avais écrit à François Hollande à l'époque pour lui dire qu'il faut régler ce problème-là. Vous avez fait une banque pour les riches ouais, qui s'appelle la Banque publique d'investissement, ouais, qui est actionnaire chez Altrad à hauteur de 10%. ouais. Et faites la banque des pauvres. Donc, investissez 1 milliard d'euros dans cette banque et moi, je vous amène du privé que je vais trouver, peut-être 2 milliards. On aura Oui, 3 milliards. Il y a de quoi faire pour favoriser ces quartiers. Il n'a jamais voulu le faire. Il n'a jamais. Donc, oui. une fois qu'il est parti, je suis parti avec euh, pour, voilà, tout simplement ça. Donc, c'est très difficile de réussir dans les quartiers. Bon, vous savez, pour les Français issus de la diversité, vous êtes un modèle de réussite. Alors, vous avez eu des embûches. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui vous a permis de réussir? Mais c'est surtout, qu'est-ce que vous conseillez à ces gens de la diversité pour qu'ils puissent dépasser cette différence? Comment est-ce qu'ils peuvent réussir dans la vie? Quels sont les conseils qu'on peut leur donner, les ficelles, pour qu'ils soient un peu plus apaisés avec ça? Oui. Là, vous savez, c'est très difficile de donner des recettes, hein. Moi, je pense que la première des recettes, c'est les atouts personnels, c'est-à-dire ce que le bon Dieu vous a donné quand vous êtes arrivé sur Terre. Je dirais avoir confiance en soi. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit travailler plus que les autres pour s'affirmer quand on est différent? Oui, si vous voulez, mais c'est l'attitude qu'on a face à une situation donnée qui va se présenter parce que vous voulez réussir. Pour réussir dans les affaires, il faut commencer à faire une entreprise. Mais la difficulté commence avant. C'est pas de faire, mais c'est déjà oser faire. C'est l'étape d'avant. D'accord. Et si on n'ose pas, on ne fera pas. Vous comprenez? Oui, Donc je dis, lorsqu'on n'a rien et on reste que de réussir, si on échoue, on est déjà dans l'échec. Je dirais, c'est idiot de ne pas le faire. Donc c'est cette attitude mentale qu'il faut avoir. Après, vous le savez, c'est facile pour moi de parler a posteriori de tout ça, quoi. Mais je suis passé par des moments extrêmement difficiles. je sais. Il fallait vraiment puiser au fond de soi-même pour faire face à des situations comme ça. Vous roulez avec des vents extrêmement contraires, quoi. C'est Absolument. compliqué. Tout C'est à fait. compliqué, c'est pour ça, je vous dis, le taux d'échec est important et c'est regrettable. Bah, écoutez, Monsieur Altrad, je vous remercie beaucoup pour nous Avec avoir plaisir. accordé de votre temps. C'est très, très gentil à vous. En tout cas, vous avez toute notre admiration par rapport à ce beau parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je continue à œuvrer, hein, quand même. Absolument. Webcom TV, le MAG.
Webcom.tv, réinventons la proximité.